Et là, on arrive sur le dossier de névrite optique rétrobulbaire, un classique qui est déjà tombé en 2006. C'est pour vous montrer que je donne que des dossiers qui sont tombables et qui sont déjà tombés. J'ai mis tellement de dossiers dans la banque que forcément, ça tombe. Non, mais rassurez-vous, si je fais des dossiers qui sont tombables, c'est qu'il y a une bonne raison derrière, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Ah, mystère. Tout est dans la banque. Tout est dans la banque. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, sur Conf+, dans les fuites, c'est pas vrai. » C'est une blague. Mais voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas 10 000 dossiers qui sont tombables. Moi, je donne que des dossiers qui sont tombables et qui sont tombés et qui peuvent tomber. Alors, dossier, donc tac, voilà. Alors, la jeune fille, Sonia, une jeune fille de 25 ans, qu'est-ce que tu demandes à l'interrogatoire pour permettre d'évoquer ce diagnostic? Bon, je vais répondre. C'est une jeune femme qui a une baisse d'acuité visuelle brutale unilatérale sur un œil blanc, non pas totalement indolore, parce qu'il a une douleur à la mobilisation du globe. Très important, ça, comme signe à l'interrogatoire, une douleur à la mobilisation du globe. Pourquoi a-t-on une douleur à la mobilisation du globe quand on a une névrite optique rétrobulbaire? Oui, vas-y. Une idée? C'est inflammatoire, tu es sur la bonne voie. Quel peut être le rapport entre la mobilisation du globe et la névrite optique rétrobulbaire? Eh bien, c'est très simple. Parce que les muscles oculomoteurs passent juste à côté de la gaine, dans laquelle le nerf optique est très inflammatoire. Et donc, on a, en effet, comme tu dis, une diffusion au niveau des muscles oculomoteurs qui vont donc être douloureux à leur contraction, à côté de l'inflammation qu'il y avait dans la gaine du nerf optique. Ah, c'est une explication un petit peu concierge, mais bon, au moins vous comprenez. Quel signe de l'examen clinique devez-vous rechercher pour vous orienter vers cette pathologie? Qu'est-ce que j'attendais? Donc évidemment, une baisse d'acuité visuelle normale. Et on recherche le signe de Marcus-Gunn. On retrouve aussi une altération de la vision des couleurs, alors que le fond d'œil est normal, un signe négatif. Donc en gros, là, ce que j'attendais de vous, surtout, c'est le signe de Marcus-Gunn. Alors le signe de Marcus-Gunn, est-ce que quelqu'un est capable de me l'expliquer clairement? Eh bien non. Hein, je suis sûr. Regarde, essaie de m'expliquer le signe de Marcus-Gunn. Imagine, tu as une jeune P2 qui arrive comme ça et toi, dit « Salut et tout, c'est quoi le signe de Marcus-Gunn ?» Et tu vas vouloir l'impressionner. Parce que toi, tu es en D4. Toi, tu travailles dans des bouquins d'internat qui parlent de médecine, tu vois. Elle va être complètement admirative et tout, dans ses bouquins de sémio. Et elle dit « Mais c'est quoi le signe de Marcus-Gunn ?» Alors, comment épater les jeunes filles? Vas-y. Chut, on écoute. Alors, micro. Parce que les jeunes filles regardent Internet aussi. C'est quand le... Chut. Allez, les filles. Je sais que vous, on ne peut plus vous épater à votre âge. Mais, alors... Je sais pas, quand on éclaire un œil, il y a le réflexe contralatéral et quand on va sur l'œil malade, ça se midriase au lieu de... Voilà. Et là, à ce moment-là, la fille, les yeux de la fille, comme ça, tu dis « Ah merde alors !» Oh, voilà. Elle pensait avoir une explication claire et nette. Tu dis « Ouais, tu vois, t'es clair, ouais, puis l'autre, bon, ça se midriase, machin. » Voilà. C'est pas une explication convenable. Il faut que ce soit très clair le signe de Marcus-Gunn. Le signe de Marcus-Gunn a été inventé pour pouvoir dépister une diminution, disons, on va dire une altération du nerf optique. D'accord? Pourquoi? Quand on a une névrite optique, on a donc un nerf optique qui est altéré. Le nerf optique, c'est le nerf numéro 2, le nerf crânien 2, qui transmet les influx nerveux, l'information visuelle jusqu'au cerveau. D'accord? Et le nerf 3, c'est un nerf donc, qui part du cerveau, d'accord, et qui va innerver certains muscles oculaires, notamment le muscle du sphincter ilien, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe quand on éclaire un œil? Quand on éclaire un œil, on va stimuler le nerf optique avec la lumière, et donc le nerf optique va envoyer un signal dû à la lumière, un signal fort, jusqu'au cerveau qui va renvoyer donc en proportion un signal fort dans les deux nerfs 3 qui vont donc entraîner un myosis en contractant le sphincter de l'iris. Donc on a un réflexe photomoteur bilatéral fort quand le nerf optique est normal. Donc le direct et l'autre, qui s'appelle le consensuel, sont normaux et bien serrés. On a un bon myosis. D'accord? Là tu dis ça à la fille, elle dit bien serré, elle fait ah ouais, bien. D'accord? Bon. Alors que
Si on a un nerf optique qui est altéré, mais pas totalement altéré, on va l'éclairer. Donc on aura un signal qui sera un peu moins fort parce que le nerf optique est un peu abîmé, ce qui fait que le cerveau va envoyer des signaux aux deux nerfs 3, mais pas très forts, qui vont contracter le sphincter aérien, mais pas très fort. Donc on aura un myosis pas très serré. D'accord? J'explique vraiment de manière simple. Mais vous regardez le réflexe automoteur direct et vous voyez qu'il y a un réflexe automoteur. Alors vous mettez RPM+. Et comment faire la différence entre un RPM bien serré et un RPM un peu moins bien serré? C'est ça la différence. C'est même l'enjeu de la vie. Comment faire la différence entre quelque chose de serré et quelque chose d'un peu moins serré? Comment tu fais? Eh bien, tu utilises le signe de Marcus Gunn. Exactement. Je vois que la jeune fille en rouge a totalement compris l'état d'esprit de Marcus et de Gunn. Ils ont dit, eh bien c'est très simple. On va d'abord éclairer un bon nerf optique normal, en R2. Donc, clac, on aura un RPM bilatéral, direct et consensuel, bien serré. Et après, on va passer à l'œil qui est malade, avec un nerf optique altéré. Et donc, dans ce cas-là, on va éclairer l'œil malade, qui va entraîner un RPM, certes positif, mais moins serré que celui d'avant. Et donc, on va passer d'un myosis bien serré, et quand on va éclairer l'œil malade, on va avoir un myosis moins serré. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe d'un sphincter serré à un peu moins serré? Eh bien, c'est comme une dilatation. Je suis en train de parler d'œil. C'est-à-dire qu'on passe d'un myosis très serré à un myosis moins serré, et donc on a une fausse impression de mydriase. Et là, la PD fait « Ah, génial !» Elle a compris. Tu dis, tu passes d'un myosis très serré à un myosis moins serré. Et donc la définition, pour finir, du signe de Marcus Gunn, c'est une mydriase paradoxale à l'éclairement de l'œil atteint. Je vous remercie de votre attention. Tout ça pour ça, 10 minutes, à chaque fois je m'épuise alors que vous avez tout à fait compris. Mais bon. Alors, quels examens complémentaires demandez-vous alors dans une norbe et quels résultats attendez-vous? Eh bien, on demande un champ visuel de Goldman cette fois-ci, une périmétrie cinétique manuelle de Goldman, à la recherche d'un scotome central ou séco-central. On va demander un potentiel évoqué visuel, de l'électrophysiologie, pour rechercher une altération des potentiels évoqués visuels avec un allongement des latences. Et enfin, on demandera une IRM orbitaire, cérébrale et même médulaire pour rechercher des hypersignaux du nerf optique et des hypersignaux cérébraux qui pourraient, je dis pourraient, faire évoquer une sclérose en plaques. Une question, encore d'Élise. Merci. Au fond d'œil, on n'a pas une décoloration de la papille? Le fond d'œil est normal. Le fond d'œil est normal dans la plupart des cas. On peut avoir, dans certaines norbes, des altérations, on peut avoir des œdèmes papillaires, on peut avoir une atrophie débutante, mais le fond d'œil classiquement est normal. Dans plus de 70% des cas, le fond d'œil est normal. C'est ce qu'il faut retenir. Question numéro 4. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quel traitement décidez-vous d'instituer dans le cadre de votre principale hypothèse diagnostique? Eh bien, on l'hospitalise, la dame. On fait un bilan préthérapeutique, kaliémie, radiothorax, bandelette urinaire, NFS, plaquette VSCRP, en vue d'un bolus de corticoïdes solumédrol, 1 gramme par jour, 3 jours de suite. Exactement comme dans une poussée de CEP. On peut faire un relais cortensile péros dégressif, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit très rapide en 10 jours. Parce qu'il y a des études très connues, au NTT notamment, qui ont montré que quand on faisait un traitement au long cours de corticoïdes, ça provoquait plus de rechutes. D'accord? Donc en général, c'est 1 gramme, 3 jours de suite, terminé, vous rentrez à la maison. Alors pour qu'elles soient un peu moins fatiguées, on peut diminuer en 10 jours, mais pas plus. Les mesures associées sont habituelles à la corticothérapie, potassium, Mopral et surveillance. Question numéro 5, la patiente très online et angoissée va sur Google, tape Norbe et tombe sur CEP. C'est la catastrophe. Que lui répondez-vous? C'est dur, hein? C'est très très dur. Eh bien, il faut lui dire que oui, il existe à moyen ou long terme un risque de développer une sclérose en plaques. De l'ordre quand même de 40% en moyenne, qui varie en fonction des lésions préexistantes à l'IRM. Si on a des lésions cérébrales sur l'IRM, ça peut aller jusqu'à 70% de risque de développer une sclérose en plaques.
Donc c'est quand même pas négligeable, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et quand on n'a pas de lésion à l'IRM, ça peut chuter à 30% de risque de développer une sclérose en plaques. Donc oui, c'est pas totalement éloigné. Et il faut quand même savoir que la norbe est le premier signe de CEP dans 15 à 30% des CEP. C'est quand même pas mal. Voilà. Et bien sûr, il faut le dire avec tact et diplomatie. Mais bon, ça, ce ne sera pas à l'ENC, donc c'est bon. Quelles sont les autres atteintes ophtalmologiques possibles au cours de la sclérose en plaques? On peut avoir des paralysies du nerf 6, oculomoteur externe, et également une ophtalmoplégie internucléaire. On va demander à Élise, qu'est-ce que l'ophtalmoplégie internucléaire? Imagine qu'il y a un jeune P2 qui te regarde. Ah, Élise Miclot, la blonde magnifique. En plus, c'est calé. C'est quoi une ophtalmoplégie internucléaire? Alors en fait, il y a des espèces d'anastomoses entre les... Des espèces d'anastomoses, et moi j'ai la tête du mec. Oh non, elle est jolie, mais je vais demander à l'autre là. Alors vas-y. En fait, en gros, on a le nerf 3 et le nerf 6 qui passent par un même petit noyau. Donc ça fait Même petit noyau. Ça devient de plus en plus mot-clé là. Un même petit noyau, une espèce d'anastomose. Espèce de point, anastomose, 2 points. C'est comme ça à l'internat. D'accord, en fait, il faut savoir, comme elle le dit si bien, que le nerf 3, et merci beaucoup Élise, le nerf 3 et le nerf 6 contralatéral sont reliés par ce qu'on appelle la bandelette longitudinale postérieure. D'accord? Qui est une petite bande, une espèce d'anastomose, n'est-ce pas? Un petit noyau, je ne sais pas comment on dit, qui permet de coordonner ces deux noyaux, le 3 et le 6, contralatéraux, pour permettre de coordonner les mouvements oculomoteurs latéraux. Et dans la CEP, on peut avoir une démélinisation de cette bandelette et qui entraîne donc une décoordination et entraîne une diplopie dans le regard latéral. Voilà. D'autres questions? Écoute, pourquoi pas? Mais pas classiquement, en tout cas pas ce que je sache classiquement, mais oui, il peut y en avoir. D'autres questions? Il est 10 heures. Ah, c'est pas mal, on avance bien, on est dans le timing. On pourrait même dire des choses pour rigoler, mais non, on va avancer. Certains d'entre vous savent qu'à la fin des confs, quand je finis un peu tôt, je fais des slams, mais là, aujourd'hui, on va être sérieux. Voilà, c'est plus de sérieux. Pardon? J'ai oublié une question. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, écoute, tu vas y répondre, mais sans regarder. Déborah, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi, Utof, pour toi. Il me semble. Micro, c'est vrai. Attends. Chut. C'est bon, il y a le micro. Non, mais moi, je me colle pas aux étudiants, je ne me permets pas. Alors, Déborah me fait remarquer avec raison que j'ai pas répondu à la question numéro 7 qui était qu'est-ce que le phénomène d'Utof? Alors, je regarde Déborah et tu me regardes dans les yeux. Est-ce que tu peux me dire, toi, qu'est-ce que le phénomène d'Utof en me regardant dans les yeux? Alors, il me semble que c'est une douleur rétro-orbitaire qui apparaît lors des changements de température. Ah, c'est pas mal. Extérieure. Alors, le phénomène d'Utof, de manière plus générale, c'est pas seulement pour les douleurs orbitaires. C'est une manifestation clinique en effet au changement de température. On peut avoir d'autres signes cliniques que la douleur orbitaire. C'est vrai que dans la CEP, ce sera probablement plus ça, mais dans la sclérose en plaques, on peut avoir d'autres manifestations. Et c'est dû à une thermolabilité. Ça, c'est un mot-clé. Des axones, donc au changement de température, donc comme quand tu fais des efforts, du sport, ou tu vas te baigner dans un bain chaud. Enfin, dès qu'il y a une variation de température, eh bien, tu vas avoir donc des manifestations cliniques au niveau de la substance du système nerveux central qui est démyélinisée. Et on peut le retrouver où ça, enfin, où ailleurs? Ah bah partout où tu as toute la démyélinisation. C'est une thermolabilité. Pardon? Une norbe sans cep, mais oui, mais sûr que si ça existe une norbe sans cep, heureusement. Oui, non, mais il n'y en a pas de signe de... Pardon? Il n'y a pas de signe du top dans les normes sans cep. Si, tu peux en avoir. Bah si, parce que c'est une inflammation. La cep, c'est le fait... C'est quoi la définition de la cep? C'est la même maladie, sauf que la cep, c'est une dissémination dans le temps et dans l'espace de ces atteintes. Donc tu peux avoir juste un signe du TOF
en cas de NORB sans CEP. Alors, question. Chut. Ah, je suis fatigué, j'ai pas envie de parler. Alors, vous allez faire circuler le micro.